C'était difficile, c'était pas évident, c'était un choc, je pense que personne n'était préparé pour ça. Le Covid en tant que tel a amené énormément d'inattendus. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est retrouvé simplement confiné, donc en discontinuité de lien avec notre public. Alors, nous, en tant que médiateurs scolaires, mais également les écoles qui ont été coupées de leurs élèves, en fait. Et donc, ça a amené beaucoup de questionnements chez les différents acteurs et les élèves en premier. Ça a amené aussi un retour à l'école qui était assez anxiogène, avec des choses où on était dans une semi-reprise, dans une reprise qui amenait énormément plus de questions que de réponses finalement, sur comment va se terminer l'année scolaire, sur certains élèves qui étaient autorisés à revenir à l'école, d'autres pas aussi. Un film qui passe à la télévision, c'est pas ça l'enjeu. C'était de vraiment suivre des cours, apprendre une matière qui vous est méconnue, en sachant très bien que quelques jours plus tard, quand vous allez repartir à l'école en présentiel cette fois-ci, ce sera pour passer des interrogations, des examens, face à une matière que vous aurez dû acquérir par vous-même. C'était quelque chose de nouveau et on savait pas trop comment le gérer, c'était très, très stressant. Il y avait, je pense que pas que pour moi, enfin pour la plupart des étudiants, si pas tous, on s'y attendait pas et c'était tellement du jour au lendemain, entre guillemets, que on n'a pas su s'adapter sur le coup. Et effectivement, hein, donc il y a eu un climat d'anxiété, d'abord simplement parce que on ne donnait pas d'informations. Les adultes l'ont vécu, mais les jeunes encore plus. On parlait tout à l'heure d'injonction paradoxale hein, entre deux interlocuteurs qui ont deux messages qui sont contraires et ça les élèves le ressentent. Il y avait aussi pour les élèves, et ça l'est pour n'importe quel jeune, ces histoires d'examen. Est-ce qu'il va avoir des examens? Est-ce qu'il ne va pas y en avoir? Est-ce qu'il va avoir un retour à l'école? Est-ce qu'il va avoir un nouveau confinement? Moi, quand je voyais des élèves qui arrivaient à l'école, c'était les premières choses qu'ils disaient. C'était « Monsieur, on est là aujourd'hui. Est-ce qu'on sera là demain? Est-ce qu'on va encore avoir un confinement? Est-ce que les examens auront lieu ou pas? Est-ce qu'on va avoir nos profs ou pas? Est-ce qu'on va réussir d'office ou pas ?» Et créons ici de l'anxiété chez les enseignants, finalement. De dire, finalement, les élèves nous posent des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Donc, on leur répond avec beaucoup d'angoisse, angoisse qui est de nouveau perçue par les élèves. Je pense que la crise Covid, effectivement, a marqué beaucoup les esprits et les rythmes scolaires. D'abord parce que ces confinements ont été quelque chose de très difficile à vivre pour beaucoup de jeunes. Et j'ai l'impression que ça a été même plus difficile à vivre pour les jeunes filles que pour les garçons. On sait que l'adolescence est la période de la vie où tout passe par le contact. Où toutes les stimulations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, passent vraiment par les liens qu'on a avec ses amis ou avec des professeurs dont on va retenir l'influence pendant longtemps, ou même parfois par des mauvais professeurs ou par des mauvaises expériences relationnelles qui vont impacter la suite de son parcours. Je trouve que pendant le Covid, si il y a eu énormément de décrochage scolaire, c'est pas pour rien, parce que un élève qui est encore un enfant, malgré le fait que ce soit un adolescent, c'est encore un enfant, a besoin d'être aidé, a besoin d'être accompagné. Et pendant le Covid, il n'y avait aucun accompagnement. Et c'est là qu'on a remarqué que le système ne fonctionnait pas. Pendant le Covid, il a encore moins fonctionné parce qu'on ne pouvait pas être en classe. Je pense aussi que beaucoup de professeurs n'étaient pas prêts à faire ça de manière compétente, techniquement. Et je pense qu'il y a des documentaires qui circulent en ligne qui sont 10 000 fois plus performants et plus instructifs que ce qu'on aurait pu leur apprendre avec un mauvais micro et un mauvais cadre et des choses compliquées. Je pense que cette manière d'enseigner obligée pendant les périodes de confinement a découragé beaucoup de jeunes à l'étude. Et j'ai plutôt l'impression que ce sont les plans B qui ont fait que des jeunes ont décroché à ce moment-là, plus que le confinement ou le Covid proprement dit. Le fait que les écoles avaient fermé et que du coup les étudiants devaient se retrouver à la maison pour faire leurs devoirs, même suivre les cours, c'était vraiment pas évident parce que voilà, chacun a sa situation, que ce soit à la famille, en dehors ou des trucs comme ça. Et en fait, je pense que les profs savaient pas trop quoi faire non plus. Ils avaient de la matière à faire suivre et les étudiants, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai qu'on était vraiment bombardés avec de la matière, des devoirs et tout ça. C'était très difficile de s'organiser.
de remettre tout ce qu'on devait remettre, de faire tout ce qu'ils nous demandaient à faire. Si on avait des questions, il fallait écrire des mails et les profs essayaient de répondre au plus vite, mais c'est pas la même chose de lire les explications plutôt que quelqu'un les explique, quoi. Au niveau du maintien des exigences, moi j'irais plutôt en disant qu'il y a eu quelque chose d'assez violent au niveau institutionnel. C'est-à-dire que effectivement, il y avait d'une part la demande de pouvoir tenir compte des difficultés des élèves et donc d'être plus bienveillant, et puis une résistance des enseignants qui disaient voilà, pourquoi devrions-nous faire ça? Est-ce que c'est rendre service aux élèves? Et donc il y avait au sein même de l'institution école quelque chose qui était assez paradoxal entre des enseignants qui résistaient et un ministère ou une communauté française qui disait il faut faire preuve de bienveillance. Et je pense que c'était d'autant plus anxiogène que les élèves se rendaient compte de cette espèce de message paradoxal qui avait deux acteurs qui disaient deux choses différentes et eux qui étaient l'objet de ces injonctions paradoxales et qui devaient réagir en fonction de ça. Aller à l'école, c'est chouette quand on peut rencontrer les copains, discuter de son week-end, prévoir des sorties. C'est un monde qui s'est tout à fait arrêté de ce côté-là, du côté de la socialisation. Il ne restait plus que l'enseignement dans de mauvaises conditions, en distanciel, des évaluations extrêmement stressantes, un rythme scolaire qui était maintenu malgré les conditions qui étaient rencontrées, qui n'étaient pas de bonnes conditions d'apprentissage. La matière n'a que peu été adaptée. Et au sortir de la crise, eh bien, tout le monde s'est attendu à ce que les enseignants et les élèves, qui avaient vécu cette période de manière extrêmement stressante et difficile, retournent à l'école finalement, dans un milieu qui avait été extrêmement délétère, sans difficulté, en tournant la page et en recommençant les cours comme si de rien n'était. Et évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous assistons aujourd'hui à des taux de décrochage scolaire comme nous n'en avons jamais connus. Les jeunes ont vraiment de très grandes difficultés à retourner à l'école dans un milieu scolaire qui a été à ce point, par moments, maltraitant. Une des plus grosses difficultés, c'était de suivre tout ce qui est les cours, remettre les devoirs, etc. à temps et de les faire à la maison parce que du coup, j'avais pas ma situation à la maison, c'était pas évident. Il y avait mes frères et sœurs, il y avait parfois des enfants et donc c'est pas évident de faire ce qu'on nous demande alors qu'il y a du bruit et puis tout le monde était enfermé, tout le monde était un peu en stress, les parents et même les enfants s'ennuyaient un peu et du coup ils savaient pas quoi faire et la concentration c'était pas trop ça. Quand le Covid est arrivé, je sais que pour tous les élèves au début c'était très chouette parce que bon, l'école s'arrêtait, tout le monde allait à la maison, voilà. Mais déjà que le système scolaire classique, quand on est à l'école tous les jours, c'est compliqué, on le voit pour la plupart des jeunes. Quand t'as pas les gens autour de toi qui parfois te motivent, quand t'as pas d'interaction sociale, c'est très dur. Parce que étudier chez soi seul, moi c'est pour ça d'ailleurs que je viens out of the box, parce que étudier chez soi seul, je trouve ça très complexe. Il y a eu une coupure de ce lien très chaud, comme vous dites, c'est-à-dire que les élèves le nomment eux-mêmes. Hein. Ils le disent, voilà, on a besoin de cette relation avec les profs. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs est très commun chez les enseignants. Hein. Ils appellent ça le triangle pédagogique en disant que la relation pédagogique, la relation avec l'enseignant est nécessaire à l'apprentissage. Et là, ici, on n'avait plus du tout ça. Les élèves, en tout cas dans l'école où j'étais, ont même négocié avec la direction pour revoir les conditions d'hybridation en disant on a besoin de liens avec l'école, on a besoin de liens avec les autres et on a surtout besoin de liens avec nos enseignants. Même si ça me plaisait d'être chez moi, dans ma zone de confort, l'être humain a quand même besoin de socialiser. Et donc, au bout d'un moment, la déprime, le stress et tout ça, ça a causé... j'ai fait un burn-out. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué pour moi d'aller vers les gens, de socialiser, même si j'essaie de faire des efforts. Donc, voilà. Le fait d'isoler de ses camarades, ça impacte beaucoup. Parce que, pas pour tout le monde, hein, évidemment, il y a des gens sûrement qui se sentaient plus à l'aise seuls chez eux. Et moi, je suis incapable d'étudier si je suis seul à la maison, si j'ai pas des interactions sociales en fait.
Je trouve que l'interaction sociale est très importante. Moi, j'ai eu des témoignages d'enseignants qui expliquent l'hybridation vraiment comme quelque chose d'hyper impersonnel, avec des élèves qui se connectent, on vérifie qu'ils se connectent. Les élèves le disent eux-mêmes, généralement, ils retournent dans leur lit, ils sont juste derrière la caméra. Des interactions qui n'ont plus lieu parce que les caméras, on ne voit plus les mimiques de visage, il n'y a plus de réponse, c'est vraiment un cours ex cathedra comme il pourrait le donner à l'université. Et donc, les professeurs ne se rendent pas compte que les élèves continuent à avoir des lacunes, que les élèves ne sont pas là. Ou alors que des élèves, et ça vous le dites dans la perte scolaire, pour les élèves, symboliquement, c'est quand je suis présent, je suis en cours. Et donc, parfois, il y avait simplement un élève va être en hybridation, puis il va être malade, puis il va avoir une hybridation. Pour cet élève, il n'a plus été à l'école depuis 3 semaines. Dans mon école, on avait une application pour tout ce qui est des devoirs, etc. Et en fait, c'était tellement stressant, la situation était tellement stressante que j'arrivais plus à me connecter sur l'application parce que on voyait encore des devoirs et des trucs à remettre et c'était vraiment des coups de stress tellement forts, tellement puissants que j'arrive même plus à ouvrir l'application et je pense qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné. On voit que le système, depuis presque 100 ans, le système scolaire n'a pas changé. Tout évolue dans notre société tout le temps, à part le système scolaire. Et je pense que moi, comme beaucoup de jeunes de mon âge, ont été très fort impactés là-dedans, dans le sens où je ne me sentais pas du tout à ma place dans le système. Dans un système avec des points, où il y a des bons et des mauvais élèves, où tu es valorisé en fonction de ton étude. J'ai toujours eu du mal parce que je suis quelqu'un qui est très distrait, j'ai toujours eu du mal à étudier, j'ai toujours eu du mal à me concentrer dans une classe sans pouvoir être libre de mes mouvements. Quand on est en classe, on doit rester assis, on doit écouter le professeur. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu du mal avec le système scolaire. J'ai jamais apprécié ce système de points et ce système de chaque élève. Alors que chaque personne est différente, hein, chaque élève doit fonctionner de la même manière. Les jeunes, ils sont face à une distraction permanente que peut apporter. Alors, on revient toujours aux écrans, aux réseaux sociaux. C'est vraiment une distraction très rapide avec des images qui changent toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, avec des sollicitations permanentes, avec le système de TikTok, méthode de fonctionnement d'Instagram, tout le marketing de ces réseaux sociaux, sur lesquels ils sont quand même plusieurs heures par jour pour la plupart, est formaté sur le fait qu'il faut réenclencher l'attention toutes les X secondes et recréer un petit shoot de dopamine tous les X secondes. Donc, ils ont peut-être une exigence à ce niveau-là, on en parlait, auquel il faudrait peut-être non pas s'adapter parce qu'il faut pouvoir créer une ambiance de concentration sur le long, mais il faut pouvoir aussi répondre à une exigence à ce niveau-là que n'offre plus l'école. Comme tu dis, c'est le fait on est peut-être plus face aux mêmes enfants ou même face aux mêmes adolescents qu'il y a 20 ans ou 40 ans. Et pour ça, l'exemple du téléphone et de la voiture est excellent, évidemment. Hein. Une voiture de 1910 et une voiture d'aujourd'hui, c'est même plus le même objet. Plus rien à voir. Un téléphone de 1910 et un téléphone d'aujourd'hui, rien à voir. Une classe de 1910 et une classe d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Oui, il y a peut-être un tableau blanc plutôt qu'un tableau noir. Mais à part ça, rien n'a changé, ou très peu. Comment voulez-vous que ça marche ? Bon, le décrochage scolaire, il faut dire ce qu'il est, il existait avant, il s'est renforcé. C'est un phénomène qui était déjà là. Alors voilà, il y a une étude de Monsieur Réa, on en parlait tout à l'heure, qui est une étude en fait qui parle justement des invisibilisés du Covid. Donc c'est-à-dire notamment ces élèves qui décrochent suite à une population qui a été très vulnérable, on va dire. Et c'est un petit peu ce que moi je constate, c'est-à-dire que je travaille dans une école avec un public qui est parfois précarisé et donc qui a vécu pendant cette crise du Covid beaucoup de situations de violences intrafamiliales, de situations sociales très intenses et qui sont encore à l'heure actuelle occupées de chercher des solutions par rapport à ces problèmes-là. Et fatalement, on peut s'y attendre. Hein. Un élève qui est mobilisé dans ces chemins-là, qui sont plus des chemins de survie, va moins investir l'école. Donc, ça répond un petit peu à cette question que vous posiez de dire, tiens, mais finalement, quelles sont les solutions? Alors, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, fatalement, mais pour moi, une des solutions, c'est aussi le temps. C'est laisser à ces jeunes le temps de résoudre ces crises sociales qu'ils ont connues, d'aussi passer au-delà d'un trauma, parce que c'est un trauma qui a été vécu. Et donc, pour moi, il y a cette question de temps, et puis il y a cette question peut-être de réparation aussi, et vous l'avez très bien nommé, de tout ce qui a été de cette violence institutionnelle.
Comment recréer du lien avec les profs, comment refaire confiance à l'école, comment se refaire aux exigences de l'école par rapport à ce fameux décrochage pédagogique. Qu'est-ce que l'école attend de moi et qu'est-ce que l'école me donne comme moyen pour arriver à mes objectifs. Et donc tout ça, c'est un flou pour le moment qui nécessite une reconstruction du lien pédagogique, une reconstruction des attentes scolaires, une reconstruction du lien entre le jeune et l'institution scolaire elle-même. Ma phobie scolaire, je pense que je l'ai toujours. Je pense qu'elle est toujours fort présente. D'ailleurs, j'aime pas trop en parler parce que ça m'angoisse. D'ailleurs, parfois je fais des rêves, comme quoi je retourne à l'école. Et c'est pas des rêves, c'est vraiment des cauchemars. Même dans mon rêve, j'angoisse et tout ça. Donc depuis 2020, on observe que beaucoup de jeunes, de plus en plus jeunes, et surtout des filles, entre 12, 13, 14 et 15 ans, sont en décrochage scolaire. Et malheureusement, pour ces très jeunes filles, il y a très peu de possibilités. Il y a très peu d'alternatives à l'école. Et c'est d'autant plus triste que ces jeunes filles-là, en général, elles expriment ce mal-être par de l'autodestruction. Beaucoup d'automutilation, beaucoup d'appels à l'aide avec des tentatives de suicide. Et donc, la réponse de la société, c'est de les mettre en psychiatrie. Nous ne sommes plus dans des décompensations en nombre massif comme ce qu'on a pu connaître pendant la crise Covid pendant les 2 années, où tous les secteurs de soins de santé mentale étaient véritablement complètement saturés. On avait des délais d'hospitalisation qui étaient inconcevables. Il fallait demander à un jeune qui avait des idées suicidaires d'attendre pendant 4 mois qu'une place puisse lui être enfin accordée. Donc nous ne sommes plus dans ce cas de figure-là. Néanmoins, même si la situation de la santé mentale des jeunes s'est un petit peu apaisée et que nous sommes à nouveau dans une configuration qui précède celle du Covid, on se rend compte néanmoins que c'est en milieu scolaire que la difficulté, la souffrance mentale des jeunes s'exprime le plus. Les écoles rencontrent des taux d'attaques de panique, de crises d'angoisse massifs parmi les étudiants qui réussissent à encore aller à l'école et commencent à être véritablement débordés par ce phénomène. On nous avait dit à la base que l'école serait fermée seulement pour 2 semaines et au final on n'y est pas retourné avant le mois de septembre. Au début je me réjouissais de devoir y aller, ça m'arrangeait bien de rester chez moi puisque je me sentais mal là-bas. Mais la réalité a vite fini par me rattraper. Je devais rester enfermée chez moi sans pouvoir aller dehors ni voir mes amis. C'est à ce moment-là que ma descente aux enfers a commencé. Récupérer d'un stress psychologique, ça demande du temps. Le temps psychique est un temps long. Et nous avons été soumis, et les jeunes plus particulièrement, ont été soumis à des stress qui ont duré quand même pendant 2 ans. On ne s'en remet pas en 1 semaine de temps, et on ne s'en remet que si les conditions de résilience sont mises en place. Les conditions de résilience, c'est arrêter d'abord que d'être soumis au stress qui a été à l'origine de la souffrance au départ, c'est s'appuyer sur le lien à l'autre pour pouvoir faire quelque chose de son vécu, le nommer, le dire, le comprendre, le mettre en sens, se trouver des perspectives. Et les jeunes ont tendance, les adolescents ont tendance à faire ça ensemble. Les adolescents pensent ensemble, ils ne pensent pas avec les adultes, ils n'ont pas encore une autonomie de pensée de type adulte, ils pensent les uns avec les autres. Et la 3e condition de la résilience, c'est le temps. C'est d'avoir effectivement le temps que de pouvoir faire ce travail de reconstruction psychique. Et ces 3 conditions n'ont pas été rencontrées en milieu scolaire. Or, c'est dans le milieu scolaire que les jeunes ont été les plus fortement secoués, finalement, où ils ont été soumis à des contraintes extrêmement importantes, un isolement social massif, des attentes scolaires excessives. Et l'école n'a pas eu la possibilité de réparer ça. On n'a pas donné les moyens. On n'a pas dit aux professeurs, on n'a pas prévu dans les grilles horaires que de faire un travail de restauration finalement de la santé mentale, de prévention. Rien n'a été fait. On a repris les cours comme avant, avec le même rythme scolaire, voire plus, puisque parfois il y avait eu du retard qui s'était accumulé, il fallait le récupérer à marche forcée. Et donc on a maintenu des facteurs de stress extrêmement importants. On ne s'est pas occupé de la relation des jeunes entre eux, de la relation aux apprentissages.
et on n'a pas prévu de temps pour pouvoir faire ce travail d'élaboration. Au niveau des plans bien-être, malheureusement, c'est que, comme tout le reste, tout s'est fait dans l'urgence. Et donc, il y a énormément de moyens qui ont été mis en place, ce qu'on appelait les éducateurs bien-être, ce qu'on appelait les cellules bien-être des PMS. Mais donc, ces gens sont arrivés sur subside, et très vite, engagés à la va-vite aussi, avec des missions qui n'étaient pas très claires, et avec un message qu'ils envoyaient aux élèves qui, malheureusement, était parfois anxiogène pour les élèves. Ce message le plus anxiogène, c'était cette discontinuité du lien, justement, de dire, voilà, on arrive, mais on ne sait pas combien de temps. A priori, ça serait 3 mois, peut-être plus. Et donc, du coup, de dire aux élèves, nous sommes là pour vous accueillir, sans cadre précis de dans quel cadre on vous accueille et dans quel temps on crée un lien avec vous, ça a été plus anxiogène qu'autre chose. Et donc, effectivement, le fait que ça ne soit pas pérennisé, que ça ne soit pas réfléchi en amont, c'était fait dans l'urgence, a été quelque chose qui n'a pas toujours été des plus productifs. On pense notamment à une nouvelle cellule qui maintenant fait un suivi thérapeutique dans les écoles, mais c'est très nouveau. On ne sait pas encore ce qu'il en est, comment ça fonctionne. Et encore une fois, ça reste très énigmatique. C'est-à-dire que les acteurs scolaires, ceux qui sont au premier plan, pas forcément les informations pour pouvoir relayer au mieux aux élèves et les rassurer déjà sur cette prise en charge. Parce que faire une prise en charge, c'est d'abord rassurer l'élève sur l'offre qu'on va lui donner. Dans mon école, on avait une coach, c'était une dame qui avait travaillé dans l'école et qui était déjà à la retraite. Elle m'a beaucoup aidée pour ce qui est niveau psychologique, etc. Et aussi pour m'organiser par rapport à l'école. On essayait de faire des plannings pour dire ok, t'as ça à faire, tu peux faire ça le matin, tu peux faire ça l'après-midi. Oublie pas de prendre des pauses, parce que prendre des pauses quand on travaille, c'est très important. Il n'y a pas eu de prévention qui a été mise en place. La prévention, c'est assez simple et c'est assez facile à organiser en milieu scolaire d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue matériel. C'est-à-dire mettre en place des espaces de parole au sein des groupes classes, réguliers, hebdomadaires, autour de thématiques qui ont du sens pour les adolescents, de thématiques justement par rapport au décrochage scolaire, par rapport au harcèlement scolaire, par rapport aux angoisses qu'ils peuvent éprouver par rapport au futur, la place du jeune dans la société. Enfin, les thèmes ne manquent pas, évidemment. Et nos jeunes ne demandent qu'à participer et à pouvoir effectivement s'inscrire dans un réseau social et dans un projet d'avenir de société, puisque avant la crise Covid, on les voyait descendre dans la rue en masse pour défendre le climat ou pour dénoncer les violences policières et revendiquer un État finalement démocratique. Donc ils sont en lien avec nos valeurs très très clairement et s'en sont d'ailleurs les meilleurs défenseurs. Mais c'est un mouvement qui n'a jamais été accompagné, ni reconnu, ni validé par le monde adulte. Au contraire, il a plutôt été dénigré. Je pense qu'il faut faire place effectivement à la parole adolescente en milieu scolaire, là où les adolescents finalement étaient muselés pendant 2 ans. J'ai constaté une très grande différence d'attitude chez les jeunes et qu'on perçoit encore aujourd'hui, et plutôt positivement. C'est-à-dire une envie frénétique presque d'être à l'école, surtout pas rester à la maison, besoin de faire des choses plutôt que de ne rien faire. Je prends comme exemple que nous, on les emmène souvent dans les musées, voir des expositions, faire des activités culturelles. Avant le Covid, c'était parfois un peu difficile. Oui, non, on n'a pas envie, non, on va rester, qu'est-ce que vous allez faire à la place? Oh, rien, mais on est fatigué. Après le Covid, jamais une contestation. Tout le monde veut bouger, veut découvrir des choses, veut être ensemble. Et ça, c'est resté encore le cas aujourd'hui. Et j'ai aussi ressenti le fait que tous ces jeunes se sont beaucoup interrogés sur leur avenir et ont à ce moment-là vraiment décidé de se prendre en main, de penser à ce qu'ils allaient faire ensuite, d'essayer d'obtenir leur CESS. Or, c'était quand même tous des gens en décrochage, parfois de très longue durée, mais leur comportement d'une manière générale, et j'ose le dire vraiment d'une manière générale, s'est très fort amélioré après ça. C'est tellement plaisant de savoir de nouvelles choses. Je pense qu'il faudrait arriver à trouver une manière de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont envie d'apprendre, parce que la plupart des jeunes l'oublient. Quand on est enfant, on le voit, tous les enfants ont envie d'apprendre plein de trucs et tous les jours tu as envie d'apprendre des nouvelles choses. Et en grandissant, voilà, l'envie d'apprendre diminue, parce qu'on apprend des choses qu'on est obligé, qu'on apprend la même chose que tout le monde.
Et l'envie d'apprendre, c'est important, il faut redonner l'envie d'apprendre aux gens. Les politiques prennent des mesures, mais qui ne peuvent pas être suivies d'effet, puisque en Belgique, nous avons le fameux pacte scolaire qui permet aux écoles, notamment de l'enseignement libre, d'organiser leur grille horaire et leur enseignement et leurs évaluations comme bon leur semble. Et donc, nous sommes en Belgique dans un système où il n'y a pas de pilote dans l'avion en matière d'enseignement, et donc ça devient évidemment extrêmement difficile de mettre des mesures globales et généralisées en place dans le monde de l'enseignement. Alors, on peut dire, oui, mais c'est pas non plus le rôle de l'école que de veiller sur la santé mentale de ses élèves. C'était pas le rôle de l'école que de soumettre les élèves à des mesures sanitaires. Et donc, là où effectivement il y a eu facteur de stress, il faut qu'il y ait réparation. On est dans une société très anxiogène. J'ai l'impression que les jeunes ne font pas comme les adultes de comparaison parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Enfin, je veux dire, moi qui ai 65 ans, je peux toujours dire « Ah oui, mais moi, quand j'avais votre âge, c'était comme ça et comme ça ». Bon, pour eux, c'est un peu du gagatisme de vieille dame, alors que eux, ils vivent finalement leur actualité telle qu'elle est. Moi, j'ai pas l'impression que ils souffrent plus que d'autres catégories de personnes. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus perméables aux angoisses des adultes. Et donc, ils les prennent, ils se les approprient, ils savent pas comment les gérer. Des parents qui perdent leur boulot, qui ont peur parce que c'est la crise de l'énergie, parce que ils ont peur de manquer de moyens, parce que il y a un changement climatique, parce qu'on croit plus dans le pouvoir politique et les responsables politiques. Ben, tout ça sont des conversations qu'ils entendent, parfois qu'ils partagent, pas seulement avec leur famille, mais aussi à travers les médias. Et donc, ils absorbent cette angoisse. Je m'intéresse beaucoup pour le moment aux réseaux sociaux, puisque les jeunes, c'est un petit peu leur seconde vie, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai été surpris de voir les jeunes qui se positionnent par rapport à quel âge j'avais au début du Covid. C'est quand même très intéressant de voir ce nouveau phénomène de vidéo, de dire, bah, tiens, à 15 ans, c'était le Covid. Quand j'avais 16 ans, c'était le Covid. Et donc de dire que ça devient un repère important dans leur vie. Et je pense que ce petit constat-là, cette petite anecdote dit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a eu un avant et un après Covid. Et moi, à cet âge-là, j'ai vécu le Covid. Pour moi, c'est très important de pouvoir finir mes études, entre guillemets, de passer mon CESS, la secondaire. C'est important pour moi de fermer ce chapitre pour pouvoir aller de l'avant. Et du coup, voilà, pour l'instant, je visualise un peu comment ça se passera pour le jury central. Je sais que c'est pas évident, c'est un truc qui demande beaucoup d'efforts et c'est très stressant aussi. Mais pour moi, retourner à l'école, c'est juste, c'est pas possible. C'est plus possible. Bah là maintenant, moi je me prépare pour passer mes examens d'entrée à l'université. J'ai pas de CESS, donc je suis pas diplômé, mais on peut passer des examens d'entrée à l'université. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Du coup, moi là j'étudie, je viens tous les jours à Out of the Box pour étudier. Je vais entrer en archéologie, en histoire de l'art. J'ai envie de vous dire, il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Je pense aussi il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et que seuls les jeunes pourraient nous dire, ou pourraient peut-être même nous dire dans 5 ans, hein, parce que j'imagine qu'on est encore dans un continuum où les jeunes auront des choses à nous dire après beaucoup d'introspection et après être passés par différentes épreuves. Je pense que, et on en parlait, il y a un nouveau phénomène effectivement qui s'est joint à ça. C'est ce phénomène qui existait peu avant et qui est devenu massif, en tout cas dans l'enseignement secondaire. C'est ce phénomène de phobie scolaire. Ce nom qui est donné par beaucoup de jeunes sur l'impossibilité de revenir à l'école. Et ça n'est plus parler de décrochage scolaire, ça n'est plus parler de problématiques qui sont nommées comme sociales, économiques, comme c'est vraiment phobie scolaire. Et derrière ça se cachent beaucoup de choses. C'est-à-dire beaucoup de détresse psychologique, mais parfois des petits détails, des choses qui avant pouvaient être réglées facilement et qui aujourd'hui ne peuvent plus l'être. Parce que les jeunes ne sont plus suffisamment armés pour répondre à des petites expériences de vie. Je donnais tout à l'heure l'exemple d'un bête conflit relationnel entre un enseignant et un élève qui fait que l'élève ne vient plus pendant 3 mois.
À l'époque, en tant que médiateur scolaire, on avait ce genre de situation. Ce genre de situation pouvait être vécu difficilement par un élève, mais trouver des solutions. L'élève restait à l'école, c'était difficile pour lui, on rentrait dans un processus de médiation, il retournait en classe de façon apaisée. Maintenant, il quitte l'école, il disparaît pendant plusieurs mois. Il y a tout un travail derrière qui allait rechercher cet élève, et puis un travail de pouvoir dire « reviens à l'école ». Alors, il faut quand même se mettre en tête qu'un élève qui part pendant 3 mois, certificat médical ou pas, c'est aussi un décrochage scolaire. Et donc, il y a cette double difficulté qui est de régler le problème initial, mais d'arriver à permettre un retour à l'école. La question et l'hypothèse qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que cette discontinuité qu'on a ouverte, cette boîte de Pandore, qu'on a dit, ben voilà, il y a cette possibilité de faire sans l'école et de rester à la maison, n'a pas permis ce genre de choses. Et là, moi, je laisse la question ouverte, hein, c'est pas moi qui ai la réponse.